Hello, salut tout le monde. Hello, hello. Alors désolée du retard, hein, on devait commencer à 18h. Mais malheureusement, Ingrid a une séance qui terminait un peu plus tard. Et du coup, bah voilà, on a fait avec les moyens du bord. Et donc là, on va l'attendre. 50 Shades, oui, bah oui. Il paraît que je ressemble à l'actrice de, de 50 nuances degrés. Donc dites-moi si vous le pensez aussi, ça m'intéresse. Alors, je vois que Ingrid est là. Et coucou, désolée, je suis la fautive. Bonsoir, ça va? Eh ben oui, moi ça va et toi? Oui, tu m'entends bien, c'est OK? Oui, c'est parfait. Je suis... OK, super. Alors attends, hop, parce que j'ai tout mis. Oui, désolée, j'ai eu un dernier rendez-vous qui a duré un petit peu. Mm. Et bonsoir, coucou. Ah, il y a des gens, hein, c'est cool. Ouais, c'est cool. Bah, écoute, Alors, Ingrid, moi je voulais te proposer de, oui, dis-moi. de te présenter parce que je sais que beaucoup de gens ignorent ce que c'est la sophrologie. Tu es sophrologue et donc je me disais ça pourrait être intéressant bah, voilà, de faire un petit rappel sur ce que c'est la sophrologie et en quoi consiste. D'accord, ça marche. Alors, la sophrologie, c'est une technique en fait psychocorporelle. Hein. C'est une méthode psychocorporelle qui va allier plusieurs exercices où on va essayer de se reconnecter un petit peu avec soi. Alors, ça va servir à beaucoup, beaucoup de choses. On va utiliser des exercices essentiellement de respiration, des techniques de visualisation positive. L'idée étant de vraiment ramener, par exemple, pour un sujet qui va être une personne qui va avoir du stress ou de l'anxiété, d'essayer de calmer, d'apaiser tout ça. Une personne qui va être anxieuse a tendance à projeter d'une certaine manière quelque chose souvent de négatif. On va donc essayer de ramener la personne dans le présent Mm. ou à l'inverse de la projeter, mais plus de manière plus positive. Et l'idée, c'est d'aller chercher ces ressources, toutes les ressources qu'on a en soi. On a tous des ressources. Et tout simplement, les personnes souvent perdent ces ressources-là et on est là pour essayer de euh, leur euh, leur donner l'opportunité de retrouver ces ressources. Voilà. Et par donc plusieurs exercices. Donc ça se passe en plusieurs temps. On rencontre la personne, on voit les objectifs. Et puis, on va faire des petits exercices pour aussi relâcher les tensions, beaucoup parce qu'on dit toujours que tant qu'on n'a pas relâché le corps, on ne peut pas accéder à l'esprit. Mhm. Et donc, on va essayer de relâcher dans un premier temps tout ce qui est tension, grâce aussi donc à la respiration, et petit à petit amener dans un état de détente. Et à ce moment-là, glisser un petit peu plus dans la relaxation et la visualisation positive pour essayer d'arriver à l'objectif à atteindre. Donc, ça varie, hein, les séances varient. Il n'y a pas alors, on dit souvent qu'en dessous de 5, 6 séances, on peut pas vraiment atteindre d'objectifs. Ok. Je sais pas du tout dans tout ce qui est coaching, etc. Bon, je pense que c'est un peu pareil. On Oui. va donner plutôt voilà, des techniques clés, des outils clés. En dessous entre voilà 3 et 5 séances, on va plutôt donner des outils clés Mhm. euh, qui vont permettre de déstresser rapidement avant un examen, des choses comme ça. Mais on va pas pouvoir atteindre un véritable objectif de confiance en soi, de véritable gestion du stress, justement une préparation à un examen, une personne qui est vraiment dans le trac, les choses comme ça, on va avoir besoin d'un petit peu plus en général de temps parce qu'on va travailler, on peut travailler aussi la phobie, mais on peut travailler aussi la douleur. On peut travailler la douleur, oui, oui. Donc, bah, d'ailleurs, dans la dépendance, ça peut servir. Mhm. Euh,
on glisse vers le sujet là. Dans la dépendance, ça peut justement servir. On a des techniques en fait de visualisation. On va essayer de remplacer la douleur. On va faire entourer la zone et puis on va essayer de remplacer avec la respiration, d'envoyer du positif dans ces zones, des choses comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu ça, la sophrologie, quoi. C'est beaucoup finalement, et on se rend compte qu'avec quelques, finalement, c'est ce que d'ailleurs me disait la personne qui j'ai juste avant, qui est un ado, un adolescent, il découvre complètement. Il m'a dit, oh, je pensais pas que ça pouvait être comme ça. Là, je suis dans un état calme, neutre. Et finalement, c'est un peu cet état qu'on recherche, cet état de le lac, voilà, la plénitude du lac. Voilà, c'est un petit peu. Ouais, j'ai trouvé vraiment son image. Il dit, je me sens Comme un lac. comme un lac, mais il m'a dit en plus, il dit comme un lac, mais calme. Je dis, bah, écoute, c'est parfait. Ouais. Voilà, voilà un petit peu de mon côté. Eh ben, écoute, merci beaucoup pour ta description qui était très bien expliquée, très claire. Je voulais un peu choisi ensemble la thématique de la dépendance, du coup. On a eu un peu un sujet, enfin, des questionnements par rapport au fait si on élargissait ou pas la thématique. Enfin, au départ, c'était plus, du coup, je proposais plus la dépendance au tabac et finalement, on a décidé d'élargir. Notamment parce que voilà, j'avais constaté sur ton site que tu pouvais prendre des patients qui désirent arrêter de fumer. Alors tu m'as dit que ce n'était pas pour le moment le genre de personnes avec qui tu travailles de manière majoritaire. Non. Pour l'instant, j'en ai pas eu. Bon, après, moi, je suis un bébé sophrologue. J'ai vraiment démarré l'activité au mois d'août. Et je me spécialise en ce moment, moi, essentiellement dans là, j'ai terminé une spécialisation de troubles de sommeil, du sommeil. Ouais. Et après, je suis spécialisée dans tout ce qui est gestion du stress, surtout les troubles anxieux. Donc, c'est vraiment ma spécialité. Mais après, toute personne peut venir, que ce soit effectivement pour le tabac, pour la dépendance essentiellement affective, justement. On va avoir aussi là, on peut, en fait, en sophrologie, c'est une technique qui va être complémentaire. On peut vraiment traiter la dépendance pour vraiment aller dans le sujet, tant que ce sont des dépendances qui restent quand même mineures. D'accord. Sans aide, on va dire à côté. Donc, une dépendance affective, on va pouvoir la traiter. Une dépendance, tout ce qui va être peut-être lié à la nourriture, des choses comme ça, on va pouvoir. Dès que ça commence à atteindre à l'alcool, des choses un peu plus, ou la drogue aussi, puisqu'il y a cette dépendance-là, en général, il faut un accompagnement à côté et on va prendre la personne au moment où le sevrage est un certain niveau du sevrage. On peut pas prendre un moment où la personne en sort à peine. C'est assez. Ça peut être complémentaire à ce moment-là, mais pas une méthode seule. En tout cas, on la préconise pas. D'accord. J'aurais aimé savoir, toi, ta définition de ce que c'est du coup une dépendance. Comment est-ce que tu la conçois, la dépendance? Alors, d'ailleurs, je crois que j'avais une question un petit peu comme ça, parce que je sais pas si toi tu as eu des questions, mais j'ai eu quelques questions. Oui, moi j'en ai eu 2, 3, mais pas beaucoup, je t'avoue. J'en ai eu 4-5. Bon, Ouais. 4, 5, 2, 3, ça fait déjà pas mal. Ça fait un sujet. Alors, la dépendance, c'est quand on commence à avoir. Je pense que la dépendance démarre, en tout cas, au moment où on va avoir une sorte de besoin de combler un besoin, un manque, un vide, quelque chose qui va faire qu'on va vouloir fuir. La dépendance, on va commencer à vouloir fuir au départ quelque chose. Ça va pas être forcément de la dépendance. Au départ, on va juste penser à fuir. D'ailleurs, on peut utiliser souvent, ça va être le cas, allez, passons sur le tabac. Ouais. La cigarette, la personne va commencer parce qu'elle a besoin de se faire
accepter un peu plus dans un milieu avec des copains, des amis qui fument. Ça va être facile. Et puis, bon, justement, à ce moment-là, la personne ne s'en sent pas forcément bien dans sa vie. Elle veut se faire accepter. Mhm. Voilà, à ce moment-là, elle va commencer. Et puis, au départ, c'est juste comme ça. Et la dépendance va démarrer, en tout cas, à mon sens, à partir du moment où finalement le plaisir n'est plus un plaisir, mais presque une sorte de quelque chose qui va se faire de manière un petit peu plus. On va avoir besoin de cette Ouais. chose-là pour se sentir bien ou mieux. Voilà. Donc je pense que la dépendance, c'est vraiment à ce moment-là, quand il va y avoir ce moment où ça va être des compulsions, des choses qui vont se produire dans le corps, justement, se dire, ah ben là, je vais arrêter, par Ouais. exemple. Oui, Ouais. la cigarette, j'en ai pas besoin finalement. Et puis finalement, on se rend compte qu'on n'arrive pas tant à tenir, et puis on arrive à tenir 2 semaines, par exemple, parce qu'on commence depuis pas longtemps, Ouais. mais on retombe à une soirée. Puis on dit, ah ben oui, mais c'est une soirée, et ainsi de suite. Je pense que la dépendance arrive à ce moment-là. Ouais. Alors toi, je ne sais pas comment tu la vois, comment tu pourrais la Ben, définir. je te rejoins. Pour moi, la dépendance, c'est dépendre de quelque chose déjà qui est extérieur à soi. Euh, Oui, complètement. donc, quelque chose qui n'est pas à l'intérieur de soi. Et moi, je dis souvent, pour savoir si vous êtes dépendant, passez quelques jours sans l'objet de la dépendance et posez-vous les questions. Est-ce que là, je suis correcte? Est-ce que je suis pas dans un état de manque? Est-ce que j'arrive à me contrôler face à cet objet C'est ou ça, et alors, plus du coup le manque apparaît rapidement, plus on est dans un degré haut de dépendance. Donc, c'est ça. après quelques jours, ça serait une dépendance très faible et après, enfin, J'ai eu quelqu'un qui me parlait, qui me demandait justement, parce que tu viens de dire le mot degré. ouais, Alors attends, je retrouve la question parce que ça parlait de degré. Y ok. a-t-il plusieurs degrés dans la dépendance? Ah oui, Question intéressante. oui. Oui, la dépendance, elle se mesure sous deux aspects. C'est déjà le premier, c'est le niveau de souffrance qu'elle engendre, que ça soit physique ou psychologique. Donc, notamment au niveau des drogues, évidemment, il y a de gros effets physiques, mais il y a certaines dépendances où il n'y a pas d'effet physique, mais psychologique, une souffrance psychologique. Donc ça, c'est important parce que c'est obligé qu'il y ait une sorte de souffrance, qu'elle soit physique ou psychique. Et il y a aussi le degré d'altération de la vie quotidienne. Donc si à partir du moment où on s'empêche de fonctionner normalement, de sortir de chez nous, entre guillemets, de répondre à nos besoins pour cette dépendance, alors C'est là, ça. c'est plus important. Oui, je te rejoins là-dessus. Je pense qu'il y a plusieurs, oui, plusieurs degrés. Alors peut-être que je dirais pas ça en degrés, mais quand il y a au départ une toute petite dépendance, on va pouvoir. La dépendance se lie vachement, énormément à la notion de valeur. Souvent, on dit qu'une personne dépendante, j'en parlais justement avec une copine qui en ce moment arrête la cigarette Mhm. et qui est pas forcément une fumeuse et qui là, on a un petit peu marre justement. Elle a un peu fumé beaucoup depuis quelques temps et elle arrête. Et ça fait une semaine. Et elle est un peu tendue, hein, forcément. Et je lui ai dit, souvent on associe la notion et on parlait de valeur. Et je lui dis, ben on associe souvent la notion de valeur. La personne qui va être dans la dépendance va donc avoir besoin d'une plus forte valeur que euh, ce à quoi il est accroché. Donc, tant qu'il y a si tu veux, tant qu'il y a quelque chose qui n'est, si on lui dit, par exemple, arrête la cigarette, ça va te tuer. Oui, Souvent, le côté de la peur ne marche pas, ne va quasiment pas marcher ou très peu. d'accord. Alors que si on dit, comme cette personne qui s'est dit, oui, voilà, je sens que c'est pas moi, j'ai d'autres valeurs à la base, je veux être, je veux plus Mhm. tard, peut-être dans le futur, être, faire des choses comme, bon, elle est un petit peu dans le domaine de l'énergétique. Elle me dit, moi, je vois mal qu'on arrive chez moi et puis que je suis la grosse fumeuse Ouais, avec le verre d'alcool. Et elle me le disait comme ça en rigolant, mais
l'image, elle était assez parlante. La thérapeute, en gros, avec le verre d'alcool, la cigarette, pourquoi pas? Oui, Mais c'est là ça n'allait plus dans ses valeurs, ouais. finalement. Et c'est là que je lui dis, bah, tu vois, tu exprimes vraiment très bien le fait que pour toi, tu as donc maintenant remis le point sur une valeur Mhm. qui est plus importante finalement que la notion de fumée. Oui, Et c'est en ça que, par exemple, la sophrologie pourra aider, puisqu'on va pouvoir faire retrouver à la personne ses ressources, ses fameuses valeurs, si elle les a perdues, parce que souvent, la dépendance va être liée au manque de confiance en soi aussi, clairement. et par extension à l'estime de soi Mhm. euh, quand on va encore plus loin. Oui, Donc, et c'est là que, donc, pour revenir à la question du degré, on va avoir le premier degré où on peut s'en passer assez facilement, mais quand il commence à y avoir un manque plus physique, où là, on tremble, on a chaud, on a des sueurs, et c'est pas forcément que de la drogue, hein, ça passe aussi avec le tabac, vraiment les maux de tête. oui, oui. Et là, ça y est, on est dans un degré assez. Ben là, on sait on est quand même dans un degré assez élevé. Après, je ne sais pas s'il y a le 1, le 2, le 3, le 4. Là, je pourrais pas vous dire, mais voilà. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois, mais je te rejoins complètement, quoi. Oui, bah, sur le niveau de degré, moi, j'ai pas je ne sais pas si ça existe une classification officielle. Le 1 degré, 2 degrés, 3 degrés, 4 Oui, degrés. c'est ça. C'est juste en fonction de comment la dépendance affecte notre vie quotidienne. En fin de compte, c'est ça qui est très important de se poser comme question. Et je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que en fait, c'est sur ce quoi je travaille par rapport à la dépendance. C'est la motivation intrinsèque et tu viens très bien de la décrire. Les gens, ils veulent arrêter de fumer pour des raisons extérieures, c'est-à-dire si j'arrête de fumer, j'aurai les dents plus blanches. Si j'arrête de fumer, peut-être que je serai plus séduisante, peut-être que bah, je vais plaire à cette personne parce que généralement, on voit des couples dans lesquels il y en a un qui est fumeur, il y en a un qui est non-fumeur et du coup, on arrête pour le compagnon qui est non-fumeur. Quand on va rechercher toutes des motivations extrinsèques, donc en dehors de soi, c'est des choses qui sont du coup dépendantes du contexte. Donc c'est quelque chose qui peut varier et qui peut, entre guillemets, diminuer beaucoup plus facilement. Quand on va chercher de la motivation intrinsèque, c'est-à-dire j'arrête de fumer pour moi parce que chaque cigarette, bah, c'est un acte de désamour envers moi. C'est quelque chose qui est très stable dans le temps. C'est une motivation qui est beaucoup plus durable et qui est beaucoup plus... C'est ça. Alors, elle est peut-être plus difficile au départ, Oui. on va dire, parce que il va falloir aller un petit peu plus. On peut pas de toute manière, je pense, peu importe la dépendance, tant qu'on n'a pas accepté déjà de voir qu'on était dépendant et se rendre donc finalement vulnérable face Ouais. à cette dépendance, on ne peut pas avancer. Et c'est là où c'est que le chemin va des fois être un peu plus complexe parce que là, on va se rendre compte qu'il va falloir aller un petit peu plus loin et ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'il y a ceux qui vont pas oser, qui vont pas avoir la force. Il faut vraiment accepter d'être vulnérable pendant un temps. C'est cette acceptation, je pense, qui va finalement qui peut en devenir une force. Hein, mais il y a vraiment ces notions-là. Enfin, en tout cas, je te rejoins complètement sur le fait que ce soit à l'intérieur. D'ailleurs, j'ai une personne par rapport, vu qu'on est dans le tabac, Ouais. je vais rebondir sur la question. J'aimerais stopper le tabac, mais je ne sais pas quelle solution choisir, comment savoir ce qui me conviendrait. Justement, on arrive dans qu'est-ce qui pourrait convenir. Alors, si tu veux y répondre, je mets un peu plus de lumière de mon côté pendant ce temps-là. C'est une question qu'on me pose souvent, hein. Moi, on vient souvent me demander mon avis sur l'hypnose pour arrêter de fumer. Sur tout un tas de techniques, il n'y a pas de réponse. La personne doit sentir simplement par rapport à elle, bah, ses préférences, par rapport à aussi. Moi, je voulais revenir là-dessus parce que les gens qui arrêtent souvent, enfin, qui ont essayé à multiples reprises d'arrêter de fumer, il y a un moment donné où ils se disent, oh purée, ils se flagellent en disant,
information. Je pense que c'est important que si, lors d'un arrêt de tabac, on essaie de l'hypnose et qu'on se rend compte à un moment donné que l'hypnose ne fonctionne pas sur nous, c'est justement de se servir de cette expérience pour aller vers quelque chose d'autre qui peut-être nous conviendra mieux. Oui, tout est bon. Je pense que tout Ouais, est bon pour répondre aussi. Je suis complètement d'accord. Tout est bon. Je pense qu'une personne pourra avoir l'hypnose fonctionnera très bien, mais peut-être qu'une personne qui sera trop dans le contrôle et qui donc va pas forcément être trop réceptive, ouais, mais parce qu'elle est dans le contrôle, tout simplement, il va falloir quelque chose de peut-être plus doux, de contourner, de faire autrement, et chaque personne va avoir sa propre méthode. Encore une fois, selon aussi la problématique, l'intensité, le degré, comme on disait tout à l'heure, ne pas hésiter à aller aussi chercher toutes les aides, les tester, les voir, se renseigner. Il y a plusieurs choses possibles, dont la psychologie aussi, se faire aider à ce niveau-là. Pourquoi pas, selon si on n'y arrive pas, mais ça passe par de toute manière toujours cette idée de prendre conscience au départ qu'on va être peut-être vulnérable, que ça fonctionnera pas aussi. C'est OK, la première fois. Euh, c'est un chemin, que ce soit la dépendance au tabac, mais toute autre dépendance, la dépendance affective, c'est exactement la même chose. Donc, je pense vraiment qu'il n'y a pas de solution miracle et que chacun, comme tu disais, trouvera sa propre solution et sa propre méthode pour réussir en réflexologie, puisque je fais aussi de la réflexologie. On dit toujours, si la personne au départ a besoin d'un petit support, d'une béquille, de patch, peu importe, pourquoi pas? Tant que l'envie réelle d'arrêter est là, ouais, il, il n'y a que ça qui est vraiment le vrai déclencheur. c'est clair. Après, le reste, c'est qu'une question d'adaptation à quelle méthode fera le mieux, le plus. Chaque personne étant très différente, il n'y a pas vraiment de réponse, je pense. En tout cas, arrêter. Et je te rejoins vraiment là-dessus, quoi. Enfin voilà, ça c'était pour une des questions. J'espère avoir répondu. Je ne sais pas si la personne est là. Euh, je Euh, regarde par rapport au tabac. Ingrid, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire. On en Oui, dis-moi. hier, qui disait à propos d'une amie à elle, qu'elle voulait essayer une certaine technique parce que sa copine l'avait essayé et que ça avait super bien fonctionné. Alors ça, il faut arrêter. Une technique qui fonctionne pour quelqu'un ne fonctionne pas spécialement pour une autre. Et aussi, on ne va pas... cette personne s'était rendue chez ce spécialiste sans même savoir où elle allait, juste parce qu'on lui avait dit, bah écoute, cette technique-là fonctionne, vas-y. Non. Alors, il faut aussi arrêter d'attendre des remèdes miracles et des gens qui vont faire tout le travail à votre place. Quand on veut arrêter de fumer, comme tu dis, il faut avoir une envie et c'est un travail qui se fait en collaboration. Et peu importe que vous ayez voir des spécialistes, peu importe le spécialiste que vous allez consulter, il va avoir un travail à part. Le travail ne va pas être remis dans les mains du spécialiste qui va tout faire à votre place. Ça, il faut... Non, nous en sophrologie, par exemple, on le dit dès le départ, il y a une part de travail qui se fait en dehors. Ouais, ouais. On donne des petits exercices, on dit bon bah voilà, ce serait bien que vous refaisiez l'exercice pour la semaine prochaine, le refaire de temps en temps. Il y a en fait dans la dépendance et dans le fait de vouloir en sortir, on doit devenir acteur. C'est clair. C'est clair. On n'est plus spectateur, mais on Ouais, est acteur, un réel acteur. Sinon, ça ne peut pas fonctionner, là encore. ouais. Donc, je suis complètement d'accord. Et effectivement, une personne. Alors, pourquoi pas tester ce qu'a dit la copine, Mhm. mais se renseigner, voir si ça peut coller avec nous aussi. Un minimum, c'est important. Ouais. Après, j'avais une autre question par rapport au tabac. Oui. Euh, alors, alors, donc ça, on a répondu. Attends, parce que j'ai plusieurs questions et il y en a sur la dépendance affective. Je voudrais essayer de regrouper un peu. C'est pas évident. Euh, Tu en as eu sur le tabac? Oui, moi j'ai eu du coup une question qui me demandait quelques astuces pour arrêter de fumer. Donc encore une fois, il n'y a pas de réponse toute faite et un schéma, sinon on serait tous non-fumeurs. Ouais, c'est facile, là.
Mais évidemment, il y a des astuces au quotidien à mettre en place. Alors, ça serait long à expliquer parce que voilà, c'est quand même un travail qui nécessite un accompagnement qui dure quand même un certain temps. Mais moi, je sais que d'un point de vue personnel, et ça se vérifie aussi d'un point de vue neurologique, faire du sport. Alors, quand je dis faire du sport, c'est pas faire 1 heure de sport intensif par jour, c'est même aller marcher, c'est pratiquer, mettre son corps en mouvement. Est pour moi le plus grand des alliés quand on veut arrêter de fumer. Pourquoi? Parce qu'en fait, le tabac et le sport provoquent la même chose au niveau neurologique, c'est-à-dire une Neurologique, ouais. et du coup, en plus de nous permettre de vaincre la dépendance comportementale, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans une dépendance au tabac, on a une dépendance comportementale aussi, c'est-à-dire que quand on va être dans des situations d'attente, dans des situations festives, eh ben, le comportement va être activé. Ça nous permet de changer notre routine, de mettre en place des nouveaux comportements et donc du coup d'avoir des associations moins fortes en vue d'une nouvelle routine de vie. Donc moi, je dis toujours, si vous voulez mettre en place un changement dans votre vie, il faut créer une nouvelle routine pour éviter au Ah maximum. oui, oui, complètement. Alors, l'activité physique, elle est géniale parce que déjà, elle permet de libérer son stress, son anxiété. Les tensions, en fait, hein, les tensions sont hyper importantes à relâcher. Nous, ce qu'on va faire en sophrologie, on va énormément travailler sur le relâchement, tension et détente pour vraiment, justement, dans des moments de manque ou là, peu importe, hein, la dépendance, l'addiction, mais vraiment pouvoir avoir cet effet et je relâche et le sport pour ça, c'est excellent, justement. Moi, je sais bien que d'un point de vue personnel, le fait d'avoir introduit des séances de sport dans mon quotidien, ça a été un des meilleurs Ah alliés. bah oui, hein, ça fait ça représente, ça refait vraiment, ça recrée cette hormone du plaisir un petit peu qu'on peut retrouver justement avec une cigarette, comme tu le disais juste avant. Donc oui, oui, c'est recommandé plus plus. Ouais, ouais. Alors, je vois Une, que ac- oui. une activité Ah, Une activité artistique. Mais oui aussi. Alors, je pense que vraiment le sport, ça va être plus pour libérer le corps. oui. L'activité artistique va peut-être permettre. Alors là, je le vois peut-être de l'œil de la sophrologue hein, pour le coup, parce que de suite, ça va être amener de la concentration. Et qui dit concentration sur quelque chose d'autre va déplacer et donc forcément va calmer. Et au bout de 10, 20 minutes, selon la personne, hein, on va en général oublier que ce soit la tablette de chocolat pour quand ça va être le chocolat, parce qu'il n'y a pas que le tabac, Non. mais pour la cigarette. Effectivement, je suis complètement d'accord avec toi, Mag. Sonne Noir, c'est Mag. Euh, et voilà, exactement, pour occuper ses mains et l'esprit, c'est vraiment très très bon. Mais c'est plus, voilà, encore une fois, ça va être plus moins dans nous, ce qu'on disait, mais amener quand même une source de plaisir est hyper important, en fait. C'est vraiment très important de ramener du plaisir, un nouveau plaisir et de s'occuper effectivement pour pouvoir canaliser ces moments où ben, on peut euh, relâcher tout ça. Et Ouais. vas-y, finis si tu avais encore. Ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est très important en fin de compte, le tabac. C'est un acte, pour moi, quand on est dans des comportements de dépendance, c'est quand le plaisir fait mal. Et en fait, je trouve que c'est très important de réintroduire des activités où on a toujours cette notion de plaisir, comme dans la dépendance, dans la libération de dopamine qu'elle provoque, mais en prenant soin de soi. Parce que justement, ça va venir entre guillemets, nourrir notre motivation interne de prendre soin de nous. Donc, en prenant soin de nous, ça va nous mettre dans une dynamique positive qui va nous renforcer dans l'idée d'arrêter le tabac et commencer à nous faire du bien. Alors, une addiction remplacée par une addiction. Assez intéressant. Ouais. Alors, oui, alors je suis pas complètement d'accord. L'idée, c'est vraiment, alors, il faut pas qu'on déplace. Bon, je suis d'accord dans le sens où il ne faut pas déplacer quelque chose. Il vaut mieux, là, l'idée, c'est vraiment, en tout cas, je pense, de ce que tu dis et ce que je dis, c'est d'aller amener un autre plaisir, mais pour calmer un manque qui pourrait être.
Ça va après, en général, on va récupérer, retrouver une certaine confiance en soi qui va faire qu'on n'aura plus besoin ou moins besoin de tout ça. C'est Ok. vraiment sur le départ, il faut aller chercher des ressources, de nouvelles ressources et mettre en place, comme dit Louise, des schémas, Mhm. changer les schémas déjà. Mhm. Et c'est pas vraiment, si après le sport devient par exemple une addiction, c'est pas bon non plus parce que ça va amener au burn-out, c'est pas la peine. Donc non, l'idée c'est vraiment d'aller chercher de nouvelles ressources, d'aller chercher des choses au départ qui vont concentrer, mettre l'attention autre part, relâcher les tensions, amener comme tu expliquais si bien, le sport peut vraiment aider parce que ça va être un défouloir et ça va recréer effectivement la sensation de plaisir, mais c'est plus pour derrière, quand on sort, se sentir plus calme. Oui, oui. Ça va forcément ramener le calme, la tranquillité, qui va faire que on va mieux dormir. Qui dit mieux dormir dit qu'on va être moins pris dans le cerveau, on va être plus reposé, donc on va être moins avec cette envie, moins de stress. Il y a vraiment quelque chose autour de ce stress qui va se créer, qu'il va falloir calmer, remettre, redescendre. Bonsoir Marie, coucou. Redescendre et non, non, l'idée c'est pas de mettre une addiction, remplacer une addiction par une autre addiction. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Si tu peux rajouter quelque chose ou dire autre chose. Heureusement, c'est beaucoup le cas, hein. On le voit avec la cigarette électronique, des gens qui remplacent notamment la cigarette par la cigarette électronique et qui deviennent limite dans des comportements qui sont encore plus addictifs avec la cigarette électronique. Alors, j'ai un bémol sur ça. J'ai arrêté comme ça il y a 10 ans presque. Oui. Mais alors là, on va parler pour le coup, c'est vraiment très personnel. Mhm, Ça n'existait pas, ce n'était pas un effet de mode. Il n'y avait pas de magasin encore partout. mhm. C'était un copain qui avait découvert ça ailleurs, je sais plus où, je peux plus te dire, hein, parce que commence à être trop vieux. Et il est arrivé, il m'a dit tiens c'est génial. Alors du coup j'ai pas été aussi amenée avec ce côté mode, voilà. Et il fallait commander, hein, je me rappelle, hein, les petits flacons, fallait les commander. Moi je les prenais en Hollande. Enfin voilà, c'était vraiment pas du tout connu et tout le Oui. monde me critiquait. Et j'avais dit ben vous verrez, moi je m'en fous ce que vous pouvez penser, mais attention, je suis une personne, à ce moment-là, j'avais vraiment l'envie. Il y a eu un déclencheur. J'avais vraiment plus envie de la cigarette, seulement je savais que les patchs, j'avais tellement le geste à Ouais. ce moment-là. Ah, mais ça peut, hein. Mais Je me suis aidée, c'était vraiment pour moi, ça a été révolutionnaire. Je me suis dit, ok, ça pourrait m'aider. Mais alors, bon, je connaissais pas, c'était pas connu, donc et j'ai commencé à prendre. Et tout doucement, sur 6 mois, j'ai baissé moi-même. Et puis quand je suis arrivée finalement à zéro, bah j'ai plus envie, je l'ai posé. Mais par contre, j'ai arrêté complètement la cigarette. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un phénomène où souvent ça vape ou vapote hein, en même temps que ça fume et finalement, c'est là où ça ne sert plus. c'est une catastrophe d'ailleurs de fumer et de vapoter. Ne faites surtout pas ça. C'est très mauvais pour la santé. Oui, vaut mieux en garder qu'un des deux. Alors dans ces cas-là. C'est ça. Mais c'est une aide qui peut être très efficace. Maintenant, il ne faut pas tomber dans remplacer une addiction par une autre. Et C'est malheureusement, ça. malheureusement, les personnalités dépendantes ont tendance une personne dépendante affective va généralement avoir d'autres patterns de dépendance dans sa vie parce que c'est des gens qui ont voilà, ce mode de fonctionnement-là aussi, d'aller très vite Ah dans. oui, dans la dépendance affective, souvent, hein, elles vont avoir ce côté addictif. Elles vont un peu compenser. Hein, ça va aider à fuir, ça va aider à remplir énormément. Donc, ça peut être la nourriture à ce moment-là, beaucoup l'alcool et le tabac, oui, forcément. Ouais. Donc, oui, je suis complètement d'accord avec ça. D'ailleurs, on va peut-être basculer un peu sur la. Est-ce que tu as des questions sur la dépendance affective? J'en ai pas eu sur la dépendance affective, mais j'avais déjà fait un live avec Angélique, qui je crois est là d'ailleurs. Donc c'est vrai que j'avais déjà eu pas mal de questions à ce sujet. Ah ben, Mais je vais tu vas pouvoir. pouvoir, on va juste après, on reviendra sur le tabac, si tu veux. Ouais. C'est parce que je voudrais quand même essayer de répondre aux personnes. Et si on a du temps, on rebascule à chaque fois parce qu'il y a tellement de dépendance finalement.
C'est c'est vrai qu'on aurait pu faire que le tabac, hein, Ouais, mais ouais. disons que, tu vois, j'ai eu quelques questions sur la dépendance affective. Donc, alors, comment reconnaître une dépendance affective? Grande question. Alors, il y a des signes, hein, il y a des Oui, signes. oui. Alors, si tu veux commencer et si j'ai à rajouter, je rajouterai. Sinon, Alors, il y a déjà vivre dans l'amour, dans l'illusion d'un amour idéal. Donc, c'est des gens qui ont des schémas par rapport aux relations amoureuses très idéalistes, où une personne va venir leur apporter un chevalier tout ce qu'elle désire et tout ce dont elles ont besoin sur un plateau d'argent. Ça, c'est un schéma très courant au niveau de la dépendance affective. C'est aussi des gens, on a dit, qui ont très peu confiance en eux, qui ont peur de l'abandon énormément, oui. oui, peur de l'abandon, un mal-être profond devant la solitude, une soumission à l'autre, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont exprimer. Euh, Jalousie excessive aussi, souvent, ça peut ouais, arriver. oui, alors c'est des gens ouais, qui ne vont pas oser s'affirmer, donc ils vont souvent s'allier à la majorité par peur de déplaire, de donner un avis qui est différent parce que simplement ils ont un besoin reconnu à travers l'autre. Oui, elles ont souvent du mal à prendre des décisions seules Oui, aussi, ça peut arriver. Oui, oui, essentiellement. Ça peut. Il y a, ben, là, on parlait des conduites addictives justement. aussi. Oui, c'est des gens. Donc, en général, c'est des comportements compulsifs qui vont se produire. Oui, Donc ça, on va dire, c'est un peu les signes. Après, les causes, oui, on me demandait les causes et un peu les causes et les facteurs. Mais alors là, il y a des individus qui sont vulnérables comme les gens un peu hypersensibles, hein, déjà de base, ou qui auront connu ah, je t'avais perdu, je t'ai retrouvé. ah, Des personnes, par exemple, je pense hypersensibles qui auront connu, ben, par exemple, déjà une mauvaise expérience oui. relationnelle, ça va s'amplifier en général. Après, il y a aussi, bah, souvent dans les facteurs, le manque d'amour ou d'affection dans l'enfance, Oui, ça peut arriver. aussi. Et après, parfois, il y a aussi des chocs émotionnels Oui. qui peuvent être. Les causes, il y a une multitude de causes. Ça dépend un peu du courant aussi dans lequel est étudiée la dépendance affective. Je pense que tu en as fait un bon résumé. Il y a beaucoup de théories qui disent bah, du coup d'avoir été aimé dans notre enfance de manière conditionnelle, c'est-à-dire je t'aime si tu te conduis d'une telle manière, euh, si tu évites de me faire peur, si tu évites de tout ce mode d'éducation que l'on a pu avoir durant notre enfance peut amener bah, du coup à penser que l'amour est conditionnel et que donc on doit se comporter d'une telle manière, répondre aux attentes des autres pour être aimé. Maintenant, il y a plein d'autres choses, hein. Il y a aussi des séparations difficiles qui mènent du coup à une dépendance affective. Euh, Je pense il y a plusieurs, oui, il y a un côté. mais Est-ce qu'une personne qui aura beaucoup confiance et qui aura vécu, c'est une question ouverte là pour le coup, ouais, est-ce qu'une personne qui aura énormément confiance par rapport à une personne qui a très peu confiance ou qui est hypersensible après une mauvaise séparation ou quelque chose peut devenir dépendant affectif, à ton bien sens? sûr, bien sûr. Moi, Euh, je pense que justement avec un choc émotionnel, on peut aussi oui. le devenir alors qu'on l'était pas forcément avant. Mais est-ce qu'une personne, ou est-ce que ça va être la séparation qui va fragiliser? Donc, la séparation peut venir fragiliser. Il y a des personnes qui développent des modèles d'attachement qui sont insécures, mais il y a aussi des gens qui développent, à un moment donné, par leur histoire et par leur expérience de vie, bah, plus de vulnérabilité, une diminution de la confiance en soi, et donc, du coup, qui mènent à des comportements euh, comme on en retrouve dans la dépendance affective. Donc, ça peut vraiment être lié bah, au schéma familial ou alors à entre guillemets, un conditionnement, quelque chose qu'on a appris, une expérience au cours de notre vie. On n'est jamais à l'abri de devenir dépendant affectif. Oui, c'est ça en fait, hein. Même si on l'a jamais été, je te rejoignais, mais je voulais avoir un petit peu ton avis là-dessus justement. Je te rejoins complètement. Je pense que même si on n'a jamais été. Après, ça peut être quelque chose de latent aussi, hein, qui n'est jamais sorti et qui peut sortir justement par quelque chose qui va faire le déclic, la séparation ou autre. Ça va dépendre.
J'espère qu'on a répondu pour le coup. C'était Et, très. et puis aussi, on a tendance à trouver dans la dépendance affective des gens qui s'engagent beaucoup dans des relations toxiques, qui ne parviennent pas à mettre des limites. Je vois une question là en bas, j'ai peur de la perdre, tu sais. Alors, l'hypersensibilité, c'est ça, celle-ci? L'hypersensibilité est liée, j'avais peur de la perdre, Ouais. au Au doute. doute. L'hypersensibilité est liée au doute permanent et on s'accroche à une personne qui semble ne pas avoir de doute. Qu'en pensez-vous? Est-ce que L'hypersensibilité est liée au doute permanent et on s'accroche à une personne qui semble ne pas avoir de doute. Qu'en pensez-vous? Alors, je sais pas sûre d'avoir compris complètement la question. Si toi, alors, est-ce que ça veut dire que un hypersensible qui va avoir souvent à ce moment-là l'hypersensibilité et va avoir tendance à s'accrocher à une personne qui semble ne pas avoir de doute, on s'accroche. le sens de la question, si tu pouvais être un... Oui, est-ce que tu peux, Didier, est-ce que vous pouvez, bah, plutôt vous voyez, hein, là, pour le coup, je ne sais pas, juste préciser Ouais. un petit peu, parce que j'ai compris deux sens, je voudrais pas répondre à côté. Donc, et après, oh là, j'ai une question aussi, elle est pas mal hein, sur la. Comment arrêter d'être dépendant affective? Ah, ah. Alors déjà, s'en rendre compte, comme on disait, je pense. Mhm. Euh, Ce qui est déjà la majorité du travail. ouais, je pense que ce que j'étais en train de me dire, c'est énorme à ce moment-là. Déjà, réussir à s'en rendre compte et à s'en rendre compte, c'est déjà énorme. Oser voir cette faiblesse, Oui, comme on disait au début, c'est clair. vulnérabilité, on va y arriver. Oui. Euh, et puis après, ben, essayer de mettre en place donc ce qu'on disait, des dispositifs ben, pour essayer de s'en libérer, dont ben, là, il va y avoir, comme on disait, plusieurs étapes selon le degré et de dépendance affective, parce que là, c'est pareil. Peut-être essayer de prendre conscience bah, qu'on peut, bah, souvent ça va être comme reprendre, peut-être voir où en est sa confiance Mhm. pour essayer de la retrouver, de mettre peut-être commencer à mettre des petites distances, faire des petits exercices comme ça. Oui. Peut-être essayer de mettre aussi, de donner un peu plus d'air doucement à l'autre, parce que souvent c'est ce qui se passe et c'est ce qui fait que la relation va sauter. Donc peut-être juste un soir, la copine ou le copain va dire bon ben je sors avec des amis, prendre sur soi, essayer de se dire ok ça va aller et puis on va se rendre compte finalement que peut-être il se passe rien justement Oui. et petit à petit prendre confiance et qui dit confiance en soi va dire confiance en l'autre de plus en plus et enfin je le vois un petit peu comme ça. Après je sais pas toi comment arrêter d'être dépendante affective. Ouais je pense que Tu en as fait une bonne synthèse, hein, c'est déjà en prendre conscience, effectivement. Ce qui est très dur, c'est que notre ego vient faire barrière, hein. C'est très difficile d'accepter ouais, qu'on est un peu responsable aussi de ce qui nous arrive, parce que généralement, les dépendants affectifs ont tendance à attribuer, du coup, vu qu'ils ont remis leur bonheur entre les mains, du coup, c'est cette personne qui est responsable de tous les malheurs qui pourraient arriver dans notre... oui ou alors à l'inverse hein, de se faire descendre du piédestal aussi parce que ça arrive hein, Oui, oui, c'est vrai. Et ça du arrive. Et du coup, c'est vraiment un travail de prise de conscience, d'aussi retravailler le fait que bah, la personne qui se sent incapable, lui faire se rendre compte que c'est un ressenti et non une réalité. Il y a beaucoup de travail au niveau des croyances par rapport à soi-même. Et il faut également bah, travailler sur l'affirmation de soi, donc la personne lui apprendre à remettre des limites, également à, entre guillemets, à se développer, à arriver à parvenir à être bien avec elle-même. Donc, en introduisant des petites journées 100% dédiées, du coup, À elle-même. Ouais. et à retrouver un sens et du plaisir en dehors du couple, et retrouver vraiment une identité et se rendre compte qu'un couple
c'est 1 plus 1 et c'est pas. Nous, en sophrologie, pour rebondir juste exactement sur ça, la personne arrive, elle va être donc manque de confiance. On va essayer de recréer un socle plus solide. Donc, on va travailler beaucoup l'ancrage aussi, Oui, ce qui va faire que la personne va être beaucoup plus sûre, beaucoup plus avec elle-même, puisqu'elle va se renouer avec son corps, donc le bien-être avec soi-même. Et plus elle va se découvrir dans le bien-être de soi-même, plus elle va réussir à donner cet espace à l'autre, à se détacher, à prendre le recul. Nous, on travaille beaucoup aussi la prise de recul dans la dépendance affective ou même les autres dépendances, mais là on parle du sujet de la dépendance affective. Donc on va vraiment essayer de faire prendre du recul et toutes ces choses vont faire que bout à bout, je pense que la personne va réussir à avancer. Encore une fois, à partir du moment où elle va recommencer à trouver ses valeurs, hein, on revient sur les notions de valeurs, oui. elle va, je pense, réussir à se détacher de plus en plus. On a eu Une question un de. hypersensible. Non, la personne disait un hypersensible est touché systématiquement par le doute. Très souvent, ça peut arriver en tout cas dans une relation où il est hypersensible, vu il a tendance à être plus dans ses sens sont plus exacerbés. Et donc, ça aussi, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on travaille énormément dans la dépendance en sophrologie. On va reconnecter aux cinq sens Ok. énormément. Parce que de se découvrir avec des sens, que ce soit l'odorat, l'ouïe, la vue, des choses comme ça, on va prendre plaisir à ça. On va du coup se rendre compte qu'on a des capacités, encore une fois, et du coup, ça va pouvoir permettre à l'hypersensible, puisque là c'est ce qui est demandé en tout cas, de découvrir que ce n'est pas parce que l'hypersensibilité, on a tendance à dire que ce n'est que le mauvais, mais c'est aussi tout le bon en démultiplié. Oui. Donc, alors pour être hypersensible, je sais de quoi je parle là pour le coup, c'est démultiplier tout ce qui est mauvais. Alors c'est hyper mauvais, ça c'est sûr, mais tout ce qui est bon, c'est aussi hyper bon. Et c'est là où il va falloir faire justement la part des choses. Et peut-être que la personne là, du coup, disait que touchée par le doute, si elle est une personne avec une personne qui est pas du tout dans le doute, elle va peut-être donc amener la dépendance affective à ce moment-là. Peut-être c'était ça la question. Alors moi, c'est un sujet, l'hypersensibilité, que je connais en surface, je connais en principe, mais c'est quelque chose qui n'est pas du tout ma spécialité, donc je préfère pas trop donner mon avis là-dessus, puisque c'est pas dans ma compétence. Donc je crois que tu as très bien répondu à cette question. Je ne sais pas si tu avais d'autres questions, toi encore. Euh, je pense que là, on a fait pas mal déjà. Non, je pense que moi, c'est bon. Je t'ai posé les cinq questions. Y a-t-il plusieurs degrés? Peut-on les traiter Ah oui, peut-on les traiter? Bon, on y a répondu un petit peu, mais voilà. Peut-on les traiter qu'avec un sophrologue ou un psy est plus adapté? Ah, Voilà, c'est ce que je disais au début. Ça va dépendre un petit peu. Nous, on peut traiter tout ce qui est mineur. Alors, la dépendance affective, on peut la traiter. Ça va dépendre à un moment donné, de toute manière. Par exemple, on va prendre la dépendance affective puisqu'on est dedans. oui, Si la personne, il y a un blocage, je vois que ça bloque et que elle a besoin d'un autre soutien, je vais lui en parler. On va discuter oui. de ça. Mais après, pour tout ce qui est beaucoup plus intense comme drogue, essentiellement drogue, cannabis, tabac, alcool, qui est bien ancré, on va devoir quand même on pourra accompagner avec la sophrologie, il n'y a aucun problème, mais souvent un accompagnement psy va être préconisé et pris d'ailleurs peut-être en première intention. Et nous, on va arriver en seconde intention quand on est dans la phase sevrage où la personne va avoir besoin de cette aide de reconnecter justement et retrouver ce lien avec le corps Mhm. à ce moment-là. Et voilà. Donc, pour répondre à la question, je pense que là, j'ai répondu à la question. Je sais pas toi ce que tu penses, en tout cas, par rapport à ce que tu apportes aux personnes, le côté, est-ce que tu penses que dans la dépendance, pour les traiter, il faut impérativement un psy ou on peut... Alors, ça dépend de quelle dépendance on parle. Encore, ça dépend encore le degré.
Personnellement, j'ai arrêté de fumer toute seule. Bon, on va me dire que je suis un peu biaisée parce que j'ai étudié la psycho, mais je pense qu'il n'y a pas de bonne manière ou de mauvaise manière. C'est surtout un degré de souffrance. Il y a une grande souffrance. Alors, oui, je pense qu'il est impératif d'aller voir un psychologue. Par contre, si on est, ben voilà, en plus un accompagnement complémentaire pour nous donner, voilà, un petit coup de main et une petite béquille dans l'accompagnement, dans le sevrage d'une dépendance, c'est acceptable. Mais encore une fois, il y a pas de règles, il n'y a pas de... Puis à l'inverse, moi j'ai eu l'inverse. Alors c'était pas de la dépendance, mais je pense que ça fonctionne aussi dans la dépendance. Une personne au départ va pas forcément avoir tout le temps envie d'aller voir un psy parce qu'elle ne se sent pas prête à parler aussi, d'aller gratter. Alors ça va dépendre de la dépendance, on s'entend bien, hein, forcément, mais elle va commencer avec quelque chose de l'hypnose ou de la sophrologie, on va dire, hein, pour parler de ce que nous on a dit. Et elle va à ce moment-là, sur le chemin, se rendre compte qu'elle devient prête D'accord. pour aller, moi j'ai eu ce cas-là, pour aller plus gratter dans le pourquoi j'ai vraiment cette problématique, pourquoi je suis comme ça, pourquoi j'ai ce besoin. Parce qu'il y avait un petit peu de dépendance affective qui ressortait, on traitait pas du tout ça, mais c'est un petit peu ressorti. Et, euh, et finalement, on se rend compte que des fois, ça peut se faire aussi à l'inverse. On va commencer par ça, et puis on va se rendre compte que soit la personne va le vouloir d'elle-même, soit, comme je disais au début, je vais le préconiser, mais souvent, ça peut arriver aussi qu'au bout de 3 séances, 4 séances, la personne se rende compte Ouais, ouais. qu'elle a finalement besoin d'elle-même et elle va avoir assez de force pour y aller. Parce que il y a des personnes qui ont encore cette croyance que le psy, voilà, hein, ça a encore, il y a encore des freins à ça et je peux l'entendre, c'est ok, hein, il y a aucun souci à ça. Il faut être prêt pour voilà, il faut que ça aille, comme on disait, hein, en accord avec soi. Donc, on peut commencer peut-être par quelque chose de plus doux. De toute manière, la personne qui va accompagner va préconiser autre chose si c'est nécessaire. Oui. Je te rejoins maintenant des psychologues. Il faut savoir qu'il y en a plein et qu'il y a autant de psychologues que de manières de faire. Il y en a qui, effectivement, vont aller plus rechercher dans le passé, dans les sources du problème. Et il y en a d'autres qui vont davantage être sur le présent, sur comment mettre en place un nouveau Oui, comportement. oui, avec Marie, on en avait parlé. Hein, il y a certains psys qui travaillent le comment hein, et pas forcément tout le temps que le pourquoi. Donc, ce sont des sortes de courants aussi de ce que j'ai cru comprendre. Et moi, personnellement, de mon avis personnel, je suis vraiment ouverte à toute discipline. Et j'en ai entendu des nouvelles qui débarquent, mais tant que ça fait du bien à la personne et tant que le spécialiste en face d'eux sont transparents par rapport à ce qu'on peut attendre d'eux, je ne vois pas pourquoi il y aurait quelque chose de mal. Je sais bien que des fois, il y a un peu bah, des désaccords par rapport à ça en disant bah oui mais voilà le psychologue a fait 5 ans d'études l'autre pas enfin je pense que tant que ça Ah oui. tient à la personne et qu'il y a une transparence au niveau de ce qui peut être attendu et aussi de la responsabilité que la personne La a. responsabilité que l'autre a, oui, Oui. c'est hyper important. Si quelqu'un vous promet qu'il va résoudre votre problème demain sans que vous fassiez quoi que ce soit, alors là n'y allez pas. Voilà, c'est ça. Moi, je dis toujours, attention, je ne suis pas magicienne. Oui. Je vais vous accompagner. Je suis sur le bord de la route, sur le côté du chemin. Il n'y a aucun souci. Maintenant, le travail, c'est vous. Je suis là juste pour amener des premières pierres, pour amener, aider, accompagner. Vraiment, c'est un accompagnement, mais la personne fait tout le travail. Une Ouais. personne qui n'aura pas c'est là où on va parler à nouveau de la profonde envie, cette notion d'avoir vraiment quelque chose de mieux à sa portée que ce qui est au niveau dépendance. Honnêtement, elle n'y arrivera pas. Elle va commencer et elle va, voilà, ou si alors justement elle en peut plus, elle va dire ah oui, il me faut ça, il me faut ça. Oui, bah, il faut recadrer. Ouais. Effectivement, je suis comme toi. La personne, si quelqu'un un jour vous dit dans cette méthode, sûr, vous arrêtez. Non. Non. D'ailleurs, l'hypnose, pendant un temps, il y avait avec le tabac. Tout le monde disait, c'était la mode un peu avec l'hypnose, le tabac. Super. Ouais, ouais. Et puis au final, j'ai plein de cas autour de moi
Ça n'a pas. de parents qui ont fait, de personnes qui ont fait. Ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, soit parce que les personnes c'était pas le moment, soit parce que la personne a vendu du rêve, soit parce que c'était pas la bonne méthode. Mais en tout cas, oui, faites attention aussi à ce qu'on propose. C'est clair. C'est énormément. Et soyez encore une fois acteur et non spectateur. À partir du moment où vous deviendrez acteur, même si au départ, accepter la fragilité, accepter de se tromper, de ne pas y arriver au départ aussi, c'est essentiel. Beaucoup de bienveillance. Je pense qu'on oublie aussi ça. On parle tellement du positif, de tout ce qui est positif, bien, super, génial. Oui, mais avant ça, il y a le négatif, il y a le mauvais, il y a cette fragilité. Il faut accepter cette fragilité, mais c'est tellement important vraiment parce qu'il n'y a qu'en acceptant, en accueillant cette fragilité qu'on va pouvoir après mieux, je pense, accueillir la force et retrouver doucement des petits pas. Pas besoin aussi du grand pas. Souvent le grand pas trop rapide, ça va tomber. Il vaut mieux consolider vraiment. Ouais. Bah, je te rejoins à ce niveau-là. La responsabilité, c'est indispensable. Euh, et je viens de perdre ce que je voulais dire. Pas grave si ça Parler de bienveillance, qu'il fallait savoir être fragile, oui, l'accepter. j'ai retrouvé. Du coup, c'est très important pour commencer à soigner quelque chose, d'en avoir conscience. Moi, je dis toujours, les individus les plus dangereux, ce sont ceux qui ne se rendent pas responsables de leurs actes. Donc, pour amorcer un changement, il faut d'abord avoir conscience qu'il y a quelque chose en nous qu'on voudrait améliorer. On dit toujours, demandez à un fou ce qu'il fout et vous verrez ce qu'il répond. Pour changer, il faut déjà avoir conscience qu'on a quelque chose qu'on veut Oui, changer. c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans votre question de comment arrêter d'être dépendante. Déjà, se rendre compte et prendre conscience. Mhm. Qu'on Se est responsabiliser, en fait. Oui, et pas se culpabiliser parce que c'est différent. Souvent, on fait la réflexion. Donc, se responsabiliser, ça veut dire j'ai une incidence dans ce qui m'arrive, je peux changer le cours des choses, mais ça ne veut pas dire se culpabiliser. Si je vous donne les statistiques du nombre de dépendants affectifs en France et en Belgique, vous allez voir que vous n'avez pas du tout de quoi culpabiliser. Et c'est justement, je trouve, une grande force. D'introspection et d'acceptation de soi, de se dire à un moment donné, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme je le voudrais chez moi. Je suis en train de mettre en place des Mais schémas. c'est déjà un départ, le départ, hein, c'est ce qu'on disait, c'est vraiment le départ de la guérison, j'ai envie de dire, hein, vraiment. Hein. C'est aller, en fait, c'est vraiment, vraiment, oui, je suis complètement d'accord à 100%. Alors, je ne sais pas si tu avais d'autres questions. N'hésitez pas, si vous voulez nous poser des questions en dessous, vous pouvez toujours le faire, hein, on essaiera d'y répondre. Mais moi, j'en avais donc, du coup relative au tabac, donc je veux un peu de nouveau. Vas-y, vas-y. Alors, moi, je les ai retenues, tu vois, j'ai essayé, donc j'espère que je vais quand même pas en oublier une ou deux. Moi, les 5, je savais qu'après ma journée, ça allait pas être possible. Alors, on me demandait si, comment faire pour que quelqu'un de notre famille arrête de fumer. Alors, déjà, ce n'est pas votre responsabilité. Moi, personnellement, je vis avec quelqu'un qui est fumeur. Je n'essaye pas tous les jours qu'il arrête de fumer, bien que ça m'arrangerait, hein. Euh, Parce que simplement, il y a un processus qui se fait. Quand on veut arrêter de fumer, d'abord, il y a une intention. Une intention, on commence à tous les jours se dire, ah, j'aimerais bien arrêter de fumer. Cette intention, elle va se renforcer. Elle met du temps à se renforcer. Des fois, c'est une histoire d'années. Et puis, à un moment donné, la personne va devoir transformer son intention en comportement. Mais pourquoi est-ce que vous ne devez pas justement pousser cette personne à arrêter de fumer? Parce que généralement, qu'est-ce qu'on va faire? On va culpabiliser la personne. Si tu n'arrêtes pas de fumer, c'est parce que tu ne m'aimes pas assez. Non, ça, on ne fait pas. C'est ce que je te disais au début. Ouais. Ça ne fera jamais. La valeur qu'on va amener à la personne à ce moment-là, Oui. elle sera pas valable. Me culpabiliser, oui, mais en fait, à part me rendre plus agressif ou voilà, quelque Ouais, chose ouais. comme ça, non, c'est oui. Vous allez juste endommager la relation en faisant ça. Et ce qui est important pour accompagner, la seule chose que vous pouvez faire pour accompagner quelqu'un, parce qu'on ne sauve pas les gens, même dans la dépendance affective, j'ai eu ce même genre de questions. Comment est-ce que je dois faire si mon compagnon est dépendant affectif et qui s'en rend pas compte? Ça lui appartient. Ça ne vous appartient pas à vous et c'est pas à vous de jouer au psychologue ou à un tas d'autres Ah choses. non, chaque personne
est assez grand pour pouvoir prendre sa propre décision. Et si la personne n'est pas prête, de toute manière, elle n'y arrivera pas. Oui. Alors voilà, c'est vraiment de faire un accompagnement, bah, du coup, de soutien, être à l'écoute de la personne quand il y a des rechutes. Et il faut savoir que c'est normal d'avoir des rechutes au niveau du sevrage tabagique. Il y a environ 4 rechutes, je pense, avant d'arrêter complètement, enfin, l'arrêt complet du tabac. Et ça fait partie du processus, justement, ces échecs, entre guillemets, parce que ça nous permet de nous conscientiser quelles situations sont problématiques pour nous, dans quelles situations on planche. Et chaque fois qu'on arrête, c'est un pas de plus vers l'arrêt total. Donc, il faut vraiment pas culpabiliser, encore moins dire à la personne tu manques de volonté si tu n'y arriveras jamais, etc. Il faut avant tout soutenir la personne justement dans ses tentatives d'arrêter de fumer en étant patient et en comprenant Oui, oui, c'est ça, c'est que, ça. oui, que chacun fait son chemin à son rythme, surtout. Je sais que hier, justement, j'en parlais avec la fameuse copine qui a arrêté. Je lui ai dit, mais même si c'est qu'une semaine, 10 jours, ce sera toujours ça de gagner. C'est toujours ça de prix. Donc, pas de pression, c'est OK. Et du coup, la personne, en plus, va certainement se sentir un petit peu soutenue et revalorisée. Et Oui. elle va pas se sentir en bas et ça va peut-être la motiver et pour continuer un jour de plus. Et c'est OK. Encore une